Donc bonsoir à tous, merci à ceux qui sont présents ici et puis ceux qui regarderont ce podcast par la suite à travers notre chaîne YouTube. Donc aujourd'hui sur ce webcast, nous allons parler d'Azure Data Factory. Je vais juste faire la petite minute publicitaire et me présenter. Donc je suis Jean-Pierre Riel, je suis membre du board du GUS, je suis aussi MVP SQL Server et je m'occupe de tout ce qui est data et BI dans la SSI qui s'appelle Azeo, qui est un pure player Microsoft. Donc on est là pour parler Azure Data Factory, donc on va stopper avec la minute publicitaire et tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'est Azure Factory, Azure Data Factory? Azure Data Factory, c'est un nouveau composant dans la galaxie Azure, donc qui s'est extrêmement enrichi en 2014. On a été très gâté sur cette l'année précédente sur tout un tas de nouveaux modules, de nouvelles fonctionnalités qui enrichissent les outils pour manipuler des données dans Azure. Et il y en a un qui, mine de rien, je pense, va devenir incontournable et très intéressant, c'est Azure Data Factory. Mais que fait donc cette Azure Data Factory? L'idée d'Azure Data Factory, c'est de composer et d'orchestrer tout un tas de services de données. Donc, comme je disais, sur Azure, on a tout un tas de composants qui vont manipuler des données, qui ont chacun leur utilité et en tout cas leurs usages. Donc on pense forcément à tout ce qui va être Big Data avec Hadoop, on pense aussi au SQL, Azure SQL Database, qui est l'offre PaaS de Microsoft en termes de base de données, mais on pense aussi à des choses comme Machine Learning, etc., etc. Bien sûr, on a aussi tous nos services de données on-prem, qui sont aussi intéressants d'utiliser. L'idée, c'est de pouvoir composer et d'orchestrer tous les flux de données entre tout ça. C'est-à-dire que je vais faire un travail dans Azure Machine Learning, j'ai peut-être envie d'utiliser le résultat, ou alors d'injecter des données dans Machine Learning depuis, par exemple, un blob storage ou en sortie d'une requête Hive que j'aurais fait dans mon cluster HD Insight, ou tout simplement de récupérer des données qui se trouveraient sur du on-prem. Donc pour tout ça, finalement, on va devoir créer des workflows, des flux de données, et l'idée de la réponse qu'a Microsoft là-dessus, c'est d'avoir créé Azure Data Factory qui va nous permettre finalement d'orchestrer tous ces services qui se trouvent dans le cloud. Donc en termes de fonctionnalité, si je le fais assez rapidement, c'est simple, on va trouver des sources, des destinations et des transformations. Donc sans grande surprise, vous voyez bien que tout ça, ça ressemble à de l'ETL, sauf que là, on est dans quelque chose qui est très orienté cloud, donc on va plutôt parler de cloud ETL. On fera un petit parallèle en fin de session par rapport à SSIS. Hop, je vérifie juste. Hop, hop, donc on fera un petit parallèle avec SSIS en fin de session, mais bien évidemment, un outil comme Azure Data Factory va se rapprocher des ETL classiques puisqu'ils vont nous permettre de récupérer des données depuis un point A, d'appliquer éventuellement des transformations et de les envoyer sur un point B. On va détailler un petit peu tout ce qui est source et destination qu'on a à notre disposition. Le deuxième point important, la deuxième grande fonctionnalité qu'on a autour d'Azure Data Factory, c'est que d'entrée de jeu, le cahier des charges qu'a eu Microsoft sur ce produit, c'est de faire quelque chose qui puisse fonctionner et dans le cloud, et on-premise. Donc on va parler d'hybride ETL, puisque bien évidemment l'idée c'était pas, on ne parle pas ici de remplacer SSIS ou d'avoir un successeur à SSIS. L'idée n'est pas, SSIS n'est pas mort et est toujours là, mais l'idée c'est d'avoir quelque chose qui va être vraiment totalement hybride. C'est pareil, on évoquera un petit peu en fin de session des possibilités de transformer SSIS et de le rendre un petit peu plus hybride. Mais là l'idée c'est que d'entrée de jeu, dans le cahier des charges, en fait on a un produit qui est par essence hybride. Et bien sûr, on va rajouter tout un tas de fonctionnalités. Donc, on a le corps de Data Factory qui est finalement l'ETL et le transfert de données. Mais on va aussi avoir toutes les fonctionnalités qu'on trouve autour de ce type d'outil, tout ce qui va être monitoring et tout ce qui va être aussi lineage. Donc, le lineage, c'est de la traçabilité. On se rappelle tous de projets qui étaient en incubation chez Microsoft, comme le projet Barcelona. Avec Azure Data Factory, on revient finalement à avoir un petit peu de cartographie des flux d'informations qu'on peut avoir dans un système d'information, enfin dans une plateforme de données en tout cas. Donc Azure Data Factory se veut aussi un outil qui va nous permettre de faire du lineage, de la traçabilité.
Les composants qu'on va trouver. Alors, je vais avoir encore quelques slides juste pour poser le vocabulaire, mais bien évidemment, je vais vous montrer tout ça autour d'une démo. Mais c'est juste pour avoir un petit peu de vocabulaire, parce qu'évidemment, quand on vous parle d'un ETL comme SSIS, vous avez tout de suite un certain réflexes. Par exemple, on va parler de Dataflow, de Control Flow. Là, dans Azure Data Factory, on va avoir un changement de vocabulaire et on va utiliser d'autres objets pour qualifier les éléments. Alors le premier, c'est finalement ce qu'on appelle les linked services, qui sont finalement un peu tous les endpoints qui vont aller vers des sources de données ou des destinations. Donc on va les détailler un petit peu après, mais globalement on a les data stores qui contiennent de la donnée, donc ça peut être une base de données sur Azure ou on-prem, et on a les gateways qui vont nous permettre justement de faire le pont entre le cloud et votre système d'information. Donc ça c'est pour les lignes de service. On a également les datasets. Qu'est-ce que sont les datasets? C'est tout simplement une définition de ce qui va transiter d'un point A à un point B. Donc c'est finalement l'aspect déclaratif de ce qu'on va récupérer. On parle bien de manipuler des données, donc on revient toujours à quelque chose qui va être très tabulaire. On a des lignes et des colonnes. Les datasets vont nous permettre de décrire ça. Et finalement, si je fais un parallèle avec SSIS, ça va correspondre au buffer qui transite entre les éléments d'un dataflow. Et enfin, on a tout ce qui va être lié au pipeline qui va nous permettre finalement de lier les jeux de données en sortie ou en entrée des différents lignes de service. Et un élément que je n'ai pas cité en termes de vocabulaire, c'est les activités qui vont nous permettre finalement de faire des transformations. Et tout ça nous donne finalement un pipeline très visuel qui, alors vous verrez, la démo est très simple, je prends d'une base A et je remets dans une base B, mais tout ça en passant par le cloud et par Azure Data Factory. Donc on a le diagramme ci-dessous, mais vous le verrez en grand écran tout à l'heure quand on fera la démo. Et bien sûr, on a des éléments qui vont nous permettre de faire le monitoring, on va avoir tous les objets qui vont nous permettre de vérifier si tout s'est bien passé. Un petit focus sur les lignes de service. Donc j'en parlais tout à l'heure, on a les data stores. Donc on a trois types de data stores qu'on va pouvoir créer. Le premier, c'est un compte de stockage Azure. Donc là, si vous êtes familier avec Azure, mais je vais le rappeler pour un peu tout le monde, si vous êtes familier avec Azure, c'est tout simplement ce qu'on appelle les blob storage. Donc c'est finalement un espace de stockage dans lequel vous mettez tout et n'importe quoi. Ça peut être du binaire, ça peut être du CSV, ça peut être des tweets, ça peut être quelque chose de structuré, non structuré. C'est votre disque dur qui permet de stocker les choses de façon très brute. Donc ça, finalement, c'est vu comme un magasin de données. On a le concept de data lake qui est apparu ces derniers temps. L'idée, c'est de dire, voilà, j'ai mes accounts de storage dans lesquels je vais mettre tout un tas d'éléments. On a bien évidemment les bases de données de type PAS, donc les Azure SQL Database, qu'on va pouvoir voir comme étant un magasin de données. Et enfin, le troisième, c'est SQL Server, donc là, on-prem, et on va parler de la Data Gateway, mais j'en parlerai justement dans la démo. Autre source et destination, Blob Storage, c'est une redite de l'Azure Storage Account, mais on va aussi voir HD Insight ou Azure ML comme étant finalement un link service sur lequel on va pouvoir soit consommer de la donnée, soit envoyer de la donnée. Les pipelines. De quoi est composé un pipeline? Donc, comme je vous disais, le pipeline, finalement, si je fais une analogie avec SSIS, ça représenterait votre data flow, puisqu'il va prendre des éléments en entrée, il va envoyer des éléments à un autre link service qui sera en sortie. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler les input-output qui vont être dans le pipeline. Mais on a aussi des activités qu'on va pouvoir mettre dans notre pipeline qui vont nous permettre finalement de dire l'action qu'on fait. Donc c'est pas juste une transformation, c'est l'action qu'on fait entre notre entrée et notre sortie. Ça peut être tout simplement du data movement, mais en termes d'activité, pour vous donner un exemple tout de suite, on pourrait très bien exécuter une requête Hive, par exemple, sur un link service de type HD Insight. Donc c'est ce qui va, les activités sont vraiment englobent les transformations, mais vont aussi nous apporter tout un tas de fonctions, mais à un niveau data. Donc là encore une fois, on a quelque chose qui est différent par rapport à SSIS, où on a vraiment deux mondes entre le control flow et le data flow. Là on a quelque chose qui est sur lequel on va avoir des activités en plein milieu de la manipulation d'un jeu de données par exemple.
Donc les transformations, j'en parlais, qui vont s'appliquer dans le pipeline. Donc on va appliquer en entrée ou en sortie. Donc c'est là où on va changer de schéma, où on va faire des group by, des choses comme ça. Et enfin, le dernier point qu'on trouve dans un pipeline, ça va être les policies, mais j'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Mais l'idée, c'est d'ajouter un petit peu d'intelligence dans nos flux de données, dans nos pipelines de données, pour notamment, et à l'ailleurs, je peux donner un petit exemple, même si on y reviendra tout à l'heure, c'est par exemple de dire que je ne veux déclencher mon data flow uniquement quand j'ai plus de 10 gigas de données qui sont dans mon ligne service d'entrée. Donc ce qui fait qu'on va pouvoir avoir quelque chose qui va vivre dans le temps. On a une notion un petit peu de pipeline temps réel sur lequel on va appliquer des règles d'exécution. Mais on y reviendra, j'aurai un petit slide et je pourrai reparler de tout ça. Donc dans l'exécution, on a une période d'activité de notre pipeline et évidemment la disponibilité des sources qui vont conditionner l'exécution du pipeline. Plutôt que de mettre que du slideware, l'idée c'est de faire une petite démo. Hop, on va retirer PowerPoint. On va pas tout de suite aller sur le PowerShell. On va arriver directement sur notre portail Azure et dans lequel on va regarder un petit peu comment on travaille là-dessus. Avant ça, je vous donnerai le lien, mais bien évidemment, hop, vous avez tout un tas d'informations, globalement les produits qui se trouvent dans Azure, donc là en l'occurrence Data Factory fait partie d'Azure, sont très très bien faits, c'est assez bien expliqué ce que ça fait, c'est assez bien documenté, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure sur la documentation. On a des éléments pour démarrer, donc notamment des applications d'exemple, etc. Donc c'est assez simple de démarrer. Allez sur le site azure.microsoft.com, vous aurez toutes les informations sur Data Factory. Donc, Azure Data Factory, à quoi ça ressemble? Tout simplement, ici, on est sur le nouveau portail Azure, donc qui est encore en preview, mais sur lequel il y a les nouveaux composants comme Azure Data Factory. Je vous rassure, hein, d'ici quelques semaines, mois, trimestres, je ne saurais pas dire, mais tout le monde passera sur ce portail. Il est vrai qu'il est un peu déroutant au début, mais il est assez intéressant. Et donc, ce qui nous intéresse ici, c'est les Data Factory. Donc là, on a de quoi parcourir et rechercher. Donc on va voir tous les éléments. Ici, je peux voir par exemple les fabriques de données. Donc en plus, il est multilingue. Je vais avoir les fabriques de données que j'ai créées dans mon tenant Azure. Et si je veux en créer une de zéro, je vais tout simplement ici faire nouveau. Là-dessus, on est sur du classique Azure et je vais avoir Data Factory. Je ne pense pas l'avoir précisé en introduction, mais on parle bien d'une technologie qui est actuellement en preview. On n'est pas sur quelque chose qui est finalisé, que vous allez pouvoir utiliser en prod, on est sur quelque chose qui est en cours de développement, en preview. D'ailleurs, en conclusion, j'en dirai un mot, puisqu'évidemment, il manque tout un tas de choses et il y a plein de choses à améliorer encore sur cette version d'Azure Data Factory. Donc je peux créer donc Azure Data Factory. Après, je vais avoir forcément tous les wizards qui vont me dire où est-ce que je veux le créer, sur quelle ressource groupe, avec quel abonnement Azure, dans quelle région. Donc là, par exemple, en l'occurrence, vous ne pouvez l'utiliser que sur la région ouest des États-Unis, hein, et c'est pas déployé sur l'ensemble des data centers. Donc je vais avoir tous les éléments qui vont me permettre de pouvoir créer ma fabrique de données, mais je vais plutôt aller en regarder une qui existe déjà. Donc par exemple ici, c'est pas celle-là, c'est la 102. Donc je vais pouvoir, j'avais tout ouvert tout à l'heure. Donc vous voyez, on a un système de panneaux. Voilà ma Data Factory. Donc je vais avoir ici ma Data Factory qui va contenir, je vous le disais, des lignes service, des jeux de données, des pipelines, et à la fin, nous construire finalement un graphe, un diagramme, qui va être finalement le modèle d'exécution. Celui-là est très basique, mais bien évidemment, je peux avoir une source qui va être divisée sur plusieurs pipelines qui ont chacun des activités propres, qui vont aller sur différentes destinations, voire plusieurs sources qui vont être agrégées et qui vont être envoyées à une destination. Alors le portail est en preview, j'espère juste qu'il est pas en maintenance pour pouvoir vous montrer le diagramme, sinon je reviendrai au screenshot que j'ai fait. On va le tenter à nouveau. Diagramme. Allez, Sésame, ouvre-toi. Ah, le voilà. Donc voilà l'Azure Data Factory que j'ai fait. Donc j'ai ici un jeu d'entrée, un jeu de sortie, et au milieu j'ai créé un pipeline qui me dit je prends en fait des données sur ma base de données SQL Azure et je les envoie sur ma base de données SQL locale avec une seule activité dans ce pipeline. Je peux avoir des pipelines bien évidemment beaucoup plus complexes. Là, celui-là ne contient qu'une activité.
Maintenant, comment créer tout ça? Donc tout à l'heure, je vous ai fait très rapidement, on a passé assez vite sur la création. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout ce que vous pouvez voir ici dans ce portail, ben en fait, je n'ai pas pu le créer avec des wizards. Créer la fabrique de données, c'est possible. Créer ici un data store, c'est aussi possible, mais pas tous les types de data store. On n'a que 3 types de data store ici, le storage account, le SQL database et le SQL server. Donc ça, c'est possible. Par contre, si je veux créer un pipeline, ben en fait, je ne peux pas le faire depuis ce portail puisque les interfaces n'ont pas encore été implémentées. Donc, vous voyez, première lacune qu'on a quand on fait du Azure Data Factory, c'est qu'actuellement, il n'y a pas tous les éléments pour pouvoir tout faire en mode éditeur avec des interfaces. Alors, comment faire pour pouvoir créer tout ça? Ben, en fait, autant vous le dire tout de suite, on va faire ça en PowerShell, puisque même s'il n'y a pas toutes les interfaces, Microsoft fait les choses dans le bon ordre, dans le sens où il nous met à dispo tout un tas d'API qui vont nous permettre de créer les objets, d'avoir les éléments, etc. Donc par défaut, via code, on a accès vraiment à tout ce qui est mis en place actuellement là-dessus. Alors comment ça marche? Je vais passer assez vite sur le code, parce que l'idée c'est pas de tout vous exécuter ici, même si j'ai bien créé, donc là j'ai une nouvelle Data Factory qui n'existait pas. Donc évidemment la première chose c'est de mettre un petit peu les éléments, donc tout ça je l'ai exécuté, mais notamment c'est d'ajouter l'Azure Account. Il va bien falloir que je me log, que je mette mon mot de passe pour qu'il voit que je suis l'admin. Et donc au final je vais donc créer un Data Factory name ici. Et donc je vais appeler des méthodes, et sans rentrer dans le détail, vous voyez que j'ai un get Azure Data Factory sur lequel je cherche un nom, un ressource group, et donc je vais récupérer mon Azure Data Factory. Si elle n'existe pas, je vais la créer et je vais faire ça. Donc là, en l'occurrence, vous voyez tout le code pour pouvoir créer une nouvelle Azure Data Factory. Ça, j'aurais pu le faire via l'interface, mais l'idée c'est d'avoir un script qui fait entièrement sur PowerShell. Il est rudement un petit peu long pour me créer cette Data Factory. Allez, allez, on y est presque. Ok, on va le laisser faire et je vais parler de la data gateway. Donc, ah bah ça y est, il l'a terminé. Donc l'idée c'est maintenant de lui dire, puisque si dans mon exemple je veux pousser les données sur mon on-prem, il y a bien un moment où il faut faire un lien. Et si vous suivez un petit peu l'actualité, vous avez pu voir qu'il y avait un composant qui est arrivé dans la galaxie de la BI Microsoft, qui était la Data Management Gateway, qui est utilisée notamment pour Power BI. Mais en fait, on a une version, alors actuellement, elles ne sont pas compatibles entre elles, même s'il y a eu une mise à jour il y a 2 jours qui, je crois, merge les deux branches du développement. Mais on a bien une Data Management Gateway qui est compatible avec Azure Data Factory. Où est-ce qu'elle est? Ben, en fait, c'est simple. Ici, je l'ai installée. J'ai une Azure Data Gateway que j'ai mis sur mon PC. Alors il met un peu de temps à vérifier le statut, mais on a le même fonctionnement, c'est-à-dire que ici je vais avoir une clé qui est générée côté cloud, que je vais mettre sur mon on-prem. Il suffit après d'ouvrir des ports et vous avez les deux qui communiquent. Et donc finalement, ma base de données qui se trouve on-premise, en fait va fonctionner, va être vue depuis Azure Data Factory. Donc pour créer une gateway, tout simplement, je lui donne un nom, et à la fin j'ai juste finalement à installer l'applicatif, et donc le configurer c'est tout simplement mettre la clé, faire un échange de clés ici. Donc vous voyez, elle est démarrée, elle est enregistrée, elle est started. Par contre elle n'est pas branchée sur ce nouveau, hop, on va le voir ici, si je vais sur la liste de mes, non c'est pas celle-là, si je vais sur la liste des fabriques de données, on devrait voir la petite nouvelle qui vient d'arriver, donc ADF test 104 GUS, donc celle que je viens juste de créer. Bah ici par exemple, au niveau de la gateway, il faudrait que je la crée ici, mais pour ça il faudrait que je désenregistre celle qui est déjà branchée sur une autre factory pour pouvoir le faire. Actuellement il n'y a pas le multiple gateway. Un petit peu. Donc ensuite on va pouvoir créer donc les lignes service. Comme vous avez pu voir, je peux aussi le faire via l'interface, mais ici j'ai créé tout le code, je mettrai ça à disposition, hein. J'ai créé tout le code qui va nous permettre de créer donc les fameux lignes service. Et donc là si on regarde les paramètres, en fait on s'aperçoit qu'à chaque fois je lui passe un fichier en fait. Donc comment on fait? Pour faire ça, c'est que toutes les méthodes PowerShell qui nous permettent de faire un new, en fait vont utiliser un fichier déclaratif, et ce fichier c'est quoi? C'est tout simplement une déclaration d'objet en JSON. Donc encore une fois, plutôt que d'avoir quelque chose de compliqué, en fait on a mis un JSON qui peut se sérialiser sous forme d'un objet, et en fait les méthodes PowerShell prennent ce fichier, vont recréer l'objet et tout simplement le créer. Donc là par exemple si je veux créer hop,
Il faudra que je pense à changer mon mot de passe. Si je veux créer ici donc le link service qui va se brancher sur Azure SQL, ben, je vais tout simplement créer un objet en JSON qui contient un nom, des propriétés. Donc ici j'ai le type, bien évidemment, Azure SQL Link Service. Donc là, ça c'est quelque chose que vous ne pouvez pas inventer, c'est quelque chose qui doit se trouver dans la documentation. Hop, je fais une petite parenthèse. La documentation est plutôt bien faite. Alors elle est assez basique, mais elle est plutôt bien faite dans le sens où vous avez toutes les commandes lettres. Et donc là, par exemple, je veux créer un link service. Je vais tout simplement sur New Azure Link Service. Je vais avoir sur comment ça fonctionne avec les éléments. Et ensuite, par contre, il faut trouver l'exemple qui va nous l'exemple de format JSON. Qui va nous donner ça, et je crois qu'on l'a en ligne, mais sinon vous trouvez dans la documentation, vous trouvez tous les exemples qui vont bien. Et surtout, je vais vous en montrer un compliqué après, vous avez aussi les projets d'exemples qui vous permettent finalement d'avoir tout un tas d'exemples de ce qui peut se trouver comme link service. HD Insight, Azure ML, etc. Pour pouvoir faire ça. Donc ici, on a aussi le on-prem, donc on-premise link service, qui va finalement prendre l'information sur quel gateway il doit se connecter, où se trouve la gateway, donc pour pouvoir fonctionner. Donc ça c'était pour nos link services. Si je reviens sur ça, après on va donc créer les fameux deux datasets. Donc tout simplement c'est mon schéma d'entrée, mon schéma de sortie. Encore une fois, je l'ai fait en JSON ici, donc j'ai ma table Azure ici. Donc j'ai ma structure, donc c'est tout simplement une table toute bête qui contient nom et ville, mais je vais avoir toutes les informations sur où se trouve cette table. Et donc là forcément on utilise quoi? Les link services. Donc elle est de type Azure SQL Tab Location, et donc ce qui nous intéresse c'est le link service name, et c'est le link service que j'ai créé. Donc c'est bien l'objet dataset qui connaît finalement sa source ou sa destination, en tout cas le link service sur lequel il est affecté. Donc j'ai pareil pour ma table on-prem. Et donc les datasets, ça on est obligé de le faire via PowerShell, puisque là on n'a pas la possibilité de créer ça depuis l'interface. Et enfin le pipeline, pareil, on est obligé de passer par le JSON. À quoi ressemble le pipeline? Je vous disais, c'est composé de quoi? D'activités. Donc là en l'occurrence, j'ai une activité qui prend des inputs, des outputs, qui a un type, c'est pareil, ce paramètre-là, c'est pas vous qui l'inventez, vous êtes forcément sur des types connus, qui existent, qui sont documentés. Donc là en l'occurrence, moi je veux juste transférer de la donnée, donc tout simplement je vais utiliser un type copy activity, et donc copy activity contient un tag transformation qui va me permettre de finalement donner toutes les informations pour cette activité sur comment ça fonctionne. Ici en l'occurrence, je suis sur de la copie, donc j'ai juste besoin d'avoir une source. Pourquoi ça ne s'appelle pas destination, je ne sais pas, mais un sink en tout cas, un endroit où les données vont échouer. Et donc dans ma source, j'ai juste à lui dire, en fait, tu vas me faire un select étoile from le nom de ma table sur ma base de données Azure. Et donc bien sûr, le sink, vous dites que c'est du type SQL Sync. Et là, en fait, c'est votre output qui va savoir faire le lien avec tout ça. Je vais revenir un petit peu sur les policies que vous avez là et sur les availability que vous avez là un petit peu après. Une fois qu'on a fait ça, en fait, on a donc dans notre portail qui se trouve ici. Donc si je prends mon 102 qui fonctionne, j'ai donc bien, hop, on va retirer la gateway. Donc j'ai donc bien ici un pipeline, des link service donc avec deux data stores. On voit ici qu'il est capable de faire le statut, c'est-à-dire que si j'ai mon on-prem qui est éteint, ici il va être avec un petit point d'interrogation où il ne sait pas dans quel état il est. Mais jeu de données ici que je peux retrouver, ce qui est assez rigolo, c'est que si finalement vous allez sur votre jeu de données, ici vous avez donc schéma de la table qui vous donne le schéma, mais source de la table, finalement vous retrouvez quoi? Le JSON qui a permis de faire ça. D'ailleurs c'est assez rigolo parce que la sérialisation de l'objet a beaucoup plus de paramètres qu'on avait là. Et donc une fois qu'on a ça, on n'a plus qu'à démarrer notre pipeline. Donc on a ici la période d'activité qu'on va faire. Et donc lui, finalement, il va mettre ça en route et donc il va activer le pipeline. Et là, comment ça marche? Je vais le faire, je vais pas le faire, je l'ai remis sur un slide après, mais je vais juste vous l'expliquer à l'oral. C'est qu'en fait, il va tout simplement regarder ce qu'on peut avoir dans nos fichiers JSON, ici en termes de policy, en termes d'availability. Et là, en l'occurrence, je lui ai dit que mes deux tables étaient disponibles toutes les 2 heures, donc pour la source, et toutes les 3 heures sur la destination.
En fait, le principe du pipeline, c'est qu'il va prendre en compte vos policies et vos contraintes, et après, il va exécuter le flux en continu. On n'a pas cette notion, contrairement à SSIS, où on planifie, on dit tu te démarres à 8 heures et tu t'exécutes. Là, globalement, on lui dit tu tournes pendant 10 jours, par exemple tous les matins de 8 heures à 9 heures, et lui, en fait, va tout simplement, dès l'instant où il a les événements qui font qu'il peut lancer une activité, il va lancer tout ça. Donc là, en l'occurrence, ici, ce qui va déclencher la copie, c'est tout simplement que, par exemple, j'ai défini que sur mon musée in, ici, j'avais toutes les 2 heures, les données étaient disponibles. Et donc finalement, toutes les 2 heures, il va prévoir ce qu'on appelle un data slice qui va provenir de cette source. Donc si je vous remets le pipeline, ici, on va le voir ici. Donc hop, on va voir le diagramme. Ici, j'ai ma source qui va générer des data slices toutes les 2 heures, donc qui vont bien sûr être absorbés par ce pipeline-là, mais aussi il pourrait y avoir d'autres pipelines. Donc qui va finalement faire l'activité uniquement quand les données sont disponibles, et qui ensuite va les recracher en fonction de la disponibilité de mon out. Donc on pourrait très bien imaginer, si je vais un petit peu plus loin, en fait on pourrait très bien avoir des choses qui sont très fréquentes et rapides. Donc là on pourrait imaginer des flux Twitter, des choses comme ça, qui sont très rapides d'un côté, mais derrière de recracher quelque chose de très agrégé dans une base de données. Alors cet exemple que j'ai donné, évidemment, très naturellement, j'irais plutôt le faire avec un Stream Analytics ou un Storm, plutôt qu'avec un Data Factory, mais on pourrait très bien imaginer que notre pipeline de données va piloter tout ça et va organiser tout ça. Je crois que on arrive un petit peu à la fin de cette session. Donc on va parler un petit peu maintenant justement des limitations et de comment on évolue un petit peu avec ça. D'ailleurs, ah oui, j'ai oublié de vous montrer quand même le monitoring. Donc quand on le fait tourner, là on voit par exemple que en fait j'ai quelques échecs ici. Alors c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, donc je suis pas sûr de moi, j'ai pas regardé en fait quelle erreur il avait. No pipeline produce tables, trying change the time. Donc j'ai pas trop vu ce qu'il avait, et le truc que je voulais voir c'était s'il avait réussi à copier des datas au final. Non, malheureusement, donc il y a une condition qui est pas bonne dans mon pipeline pour copier les données, mais vous voyez, on a tous les éléments. L'idée c'est on n'a pas une exécution, mais on a bien des exécutions qui vont être faites et qu'on appelle donc les data slices. Vous l'avez ici, vous le voyez avec le tooltip. Donc qui sont les data slices, qui sont les disponibilités, et ensuite qui va gérer justement toute l'orchestration derrière. Autre élément important que je voulais ajouter, donc là on a parlé de disponibilité des sources pour justement déclencher les data slices. On va revenir à partir de la diapositive actuelle. L'élément aussi qui va être très important, c'est justement ce déclenchement en fait sur des conditions événementielles. Donc on a la viability d'une source de données, donc là elle est très simple, c'est toutes les heures, mais on pourrait très bien avoir aussi de dire quand mon fichier de données ou mon jeu de données dépasse 10 gigaoctets. Dans ce cas-là, je déclenche une activité de copie, d'agrégation, de calcul Hive, de passer ça sur un algorithme Azure ML. Donc par exemple, vous pouvez très bien imaginer, pour entraîner vos modèles, d'avoir quelque chose qui, quand donc, vous injectez des données qui sont censées être bonnes dans un bloc, par exemple, on pourrait très bien avoir une data factory qui, une fois qu'on a suffisamment de données, si j'ai 10 millions de lignes, je vais lancer finalement un entraînement de mon modèle pour le mettre à jour et avoir quelque chose d'un petit peu mieux. Donc les policies et les contraintes d'availabilité des sources de données vont finalement orchestrer tout ça. Donc on n'a pas une orchestration qui est déclarative comme un control flow, mais on va avoir une orchestration qui est vraiment liée aux données. C'est les données qui sont au cœur de ça. C'est pour ça que finalement ça s'appelle Azure Data Factory. C'est bien les données qui déclenchent un petit peu tout ça. Avant de finir, justement, les deux petites remarques, et après je vous montrerai aussi les exemples. Donc la première remarque que je veux faire, c'est que évidemment il faut aller, donc c'est le deuxième bullet point, on est en preview, donc il faut aller un petit peu à la pêche aux informations pour pouvoir savoir ce qu'on a comme activité à disposition. On peut se dire, oui mais moi comment je sais qu'il y a copy activité, qu'il y a des activités HD Insight. En effet là il faut aller à la pêche, donc pour ça il faut aller dans la doc
je vais montrer tout à l'heure, hop, on l'a ici. Donc vous avez la doc PowerShell, mais vous avez aussi la doc dans Azure qui est très bien faite, qui va vous aider finalement à savoir quel type d'activité on a. Il me semble que j'en avais gardé une dans les slides. Hop, elle est où? Elle est là, donc hop, sur les pipelines. Donc vous avez ce type de page. Et, hop, assez intéressant. Donc sur les pipelines, à un moment, on a des, voilà, par exemple, activity type, là, il vous en présente 3. Donc on a copy activity, HD inside activity pour du pig, HD inside activity pour du hype. Donc là, vous avez 3 exemples. Hein, je ne suis pas en train de dire que c'est les 3 seuls qu'on ait. D'ailleurs, il n'y en a que 2 en termes de type. Mais là, c'est des exemples qui vous sont donnés. Et comment, justement, je construis mon pipeline. Quelles sont les contraintes en termes de in et de out. Donc là, il faut aller à la pêche. Je ne vais pas vous dire que c'est très simple. Il faut aller à la pêche dans la documentation. Mais il y a un truc très bien qui peut vous aider. C'est que finalement, ici, si je vais sur les samples qui vous sont fournis, donc il y a quelques samples qui sont assez intéressants, qui vous permettent finalement de voir un petit peu des exemples de pipeline. Et donc là, finalement, on a les JSON qui sont assez intéressants. Et donc là, par exemple, Analyze Contoso Tweet Sentiment ML. Donc là, ML pour Machine Learning. Donc on a quelque chose qui est... alors c'est pas très joli dans le JSON dans du Notepad. Mais en fait, ici, on voit bien qu'on a... hop, il est où le type où es-tu type Azure ML Batch Scoring Activity. Donc là, vous voyez que j'ai une activité qui va me permettre d'interroger Azure ML. Maintenant, potentiellement, vous allez l'essayer, vous apercevoir que elle n'existe pas, cette activité, tout simplement parce que dans les exemples, on a aussi, et vous l'avez peut-être vu, Custom C# Activity, et je voulais conclure finalement avec ça. Je vais remettre le slide. C'est que finalement, ce qui est assez intéressant, c'est que en dehors de la vitesse où va avancer Microsoft pour fournir des activités, pour fournir des interfaces, pour fournir finalement des options pour Azure Data Factory, vous avez la possibilité de créer finalement des extensions en .NET. Donc il suffit tout simplement de dériver d'une classe. Pareil, on a tous les exemples qui nous permettent de faire ça dans le Getting Start Samples. Vous avez le code C# qui vous montre comment on développe ça. Ou finalement, vous pouvez très bien vous dire, bah moi je vais développer un downloader qui va aller me chercher de la donnée. Donc un link service qui va chercher de la donnée sur quelque chose de custom, ou pourquoi pas une activité qui va faire quelque chose de custom aussi avec vos données. Donc le produit se veut volontairement extensible, se veut volontairement avec des API pour les développeurs, que ce soit PowerShell ou que ce soit en .NET. Donc on a vraiment quelque chose qui va grandir et qui va évoluer. Et donc pour conclure, hein, je reviens sur ça, c'est attention, c'est bien en preview. Donc actuellement, vous pouvez jouer avec, vous pouvez faire des éléments, mais ça ne fonctionne que sur un seul data center. Il y a encore plein de petits soucis de disponibilité, de mise à jour, etc. Mais globalement, vous avez de quoi jouer puisque vous avez les Getting Start Samples, donc les exemples pour démarrer, et la documentation qui permettent de jouer un petit peu avec ça. Pour terminer, j'ai été un petit peu au pas de charge à la fin. Je vais juste revenir sur les quelques questions qui ont été posées. Donc du PowerShell, du JSON, c'est la fête du dev. En effet, hein, Microsoft a cette tendance, puisqu'on lui a reproché notamment des produits comme SSIS par exemple, hein, on a du mal à avoir des API si ce n'est de passer par Easy API ou des choses comme ça, mais aussi d'autres outils. Power Query, on se plaint de ne pas avoir d'API, donc je pense que Microsoft a bien compris que quand il développait un nouveau framework ou une nouvelle couche d'outils, bah, c'était de mettre de quoi l'automatiser et travailler avec. Donc là, bah, en fait, ils ont fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'interface et on a du PowerShell et du dev. Ensuite, JSON pour définir un pipeline, ADF, XML pour définir un pipeline SSIS. Alors, Romain qui dit, va-t-on avoir un nouveau SSIS en JSON? Je sais pas du tout, je pourrais pas répondre à cette question-là. Maintenant, si on me demandait de le développer, je me dis que je m'amuserais pas forcément à revoir tout SSIS qui est basé sur du XML pour le refaire en JSON. Je vois pas trop l'intérêt, autant développer plutôt Azure Data Factory. Comment gérer la charge de travail? Bonne question, je ne sais pas du tout. Je pense qu'il y a plein de trucs cachés en fait dans les policies. Donc l'idée c'est de, je pense peut-être pouvoir dicter un petit peu comment il va répartir, comment il va traiter les pipelines. Ce qui est sûr, c'est qu'on est sur du
Platform as a Service qui est fourni par Microsoft. Et en général, la contrepartie du Platform as a Service, c'est tout simplement de dire ne vous occupez pas de la charge de travail, nous on est là pour vous faire monter en charge. Voilà. Donc espérons que ça soit vrai pour Azure Data Factory et que finalement que je lui donne 10 lignes, 100 000 lignes, 1 million de lignes, que lui sache finalement monter en charge là-dessus. Maintenant, et là c'est plutôt mon expérience qui parle, je pense que dans tous les cas il faudra donner des indications, mon expérience en tant que consultant autour des data, je pense qu'il faudra donner des indications pour que ça fonctionne bien, et notamment je pense que ça se fera via les policies, où là on donnera des informations en disant finalement à quoi il doit s'attendre pour lui sizer le service. Ensuite, parallélisme, quelles sont les ressources affectées au pipeline? J'ai pas d'informations puisque tout ça pour le coup est complètement masqué. À titre d'information, aujourd'hui j'ai essayé de creuser un petit peu, donc je me suis un peu mon playground pour justement récupérer des infos sur les slides, sur le pipeline, etc. Donc de récupérer finalement les properties qu'on trouve derrière. Et donc là par exemple, si je regarde mon $P ici qui est un des pipelines, en fait, on s'aperçoit qu'on a très peu, donc on voit qu'on a des properties, des pipeline properties, et en fait, si on fait tout simplement point properties de count, donc voir un peu ce qu'il y a de beau, là-dedans, hop, count, je vais y arriver, hop, ici, et que je fais ça, en fait, on s'aperçoit qu'il n'y en a qu'une, donc on va aller la voir, et en fait, on va s'apercevoir qu'on n'a pas grand-chose comme information, donc il y a encore pas mal de choses qui sont masquées. Voilà, donc finalement mon pipeline ne contient qu'une propriété qui est mon activité. Donc il faudrait que je fasse peut-être point activities 2.0. Voilà, il faut aller fouiller pour chercher ça, et peut-être pour répondre à ta question qu'on a des informations qui vont nous dire comment il va paralyser ça, comment il va faire tout ça. Donc ici j'ai peut-être, voilà, policy, ça donnerait quoi si je regarde ma policy? En fait la policy, on a la concurrency, le delay, donc la concurrency va déjà influer le parallélisme, je ne sais pas de quel ordre, delay, execution priority order, long retry interval, retry timeout, donc on a tout un tas d'informations qui vont conditionner comment ça fonctionne. Là il faut aller fouiller. Enfin, dernière question, et on pourra terminer, à moins que vous ayez d'autres questions qui arrivent, c'était quel est le coût du service? En fait, le coût du service, comme c'est en preview, on n'a aucune information de comment ça va être facturé. Est-ce que ça va être au niveau de ressources consommées? Est-ce que ça va être au niveau de pipeline, de data, aucune information pour le moment. Peut-être j'ai cru voir tout à l'heure quelque chose sur ici quand on fait nouveau, où es-tu? Nouveau Azure Data Factory, tu es là. Est-ce que j'aurais pas vu un petit non, je crois y avoir vu, donc c'était peut-être sur cette page là où on avait, voilà, pricing detail, voilà. Et finalement, si on a quelques informations sur le pricing, maintenant comme tout élément en preview, faites bien attention, c'est que je pense pas que là-dessus il soit engagé sur voilà, en gros ça peut changer. Après il faudrait que je regarde si ma preview, si quand je le fais jouer, s'il me facture quelque chose. Quand même que je fasse attention si j'ai mes pipelines qui tournent là-dessus. Donc vous voyez finalement ici on a bien, c'est le nombre d'activités par mois. Donc tout simplement quand vous démarrez votre activité, à chaque fois qu'elle va être appelée, c'est ça qu'on fait. Et donc le coût est très prévisible. Donc c'est vraiment du paiement à l'usage. S'il n'y a pas de questions, je sais pas comment je suis au niveau du timing. Je pense que j'ai dû un petit peu dépasser, mais en tout cas, je vous remercie d'avoir écouté. Merci aux gens sur YouTube qui ont suivi ce webcast, et on vous dit au mois prochain pour la prochaine série de webcasts. Merci.